société. En tout cas, je cherchais vraiment une quête de sens dans mes projets. Le premier, ça a été de la distribution de fournitures de bureaux écologiques avec un bureau sur la Terre. Ensuite, une entreprise de covoiturage qu'on a cédée à la SNCF en 2013. Une entreprise d'apiculture où on a parrainé des ruches. Et une marque de cosmétiques bio à base de miel et de gelée royale française. En 2015-2016, j'ai arrêté d'être dirigeant et je suis devenu comédien quasiment à temps plein. Je continue d'avoir quelques missions, mais j'ai voulu remonter sur scène ou plutôt monter pleinement sur scène. J'étais comédien de théâtre pendant 2 ans. Et puis maintenant, depuis 3 ans, j'accompagne les dirigeants comme un associé de l'extérieur, comme un sparring partner, comme un associé freelance. C'est-à-dire, je dis souvent ni coach ni consultant, mais peut-être un peu les deux. Ce qui m'amène là tout de suite après avoir accompagné un dirigeant qui souhaitait prendre de la hauteur sur son entreprise et qui finalement a choisi de la céder, de diriger cette entreprise, Famille Marie, pendant une période de transition qui va durer une petite année, le temps de l'intégrer dans le groupe Léa Nature. Ok, merci beaucoup. Donc, parcours hyper riche, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et alors, du coup, je voudrais rentrer voilà, vraiment dans ce qui te motive, toi, en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'entreprendre, c'est pas une sinécure, hein, on a des risques qui sont vraiment présents tant sur le plan professionnel que personnel. Et du coup, ma question, en fait, finalement, pourquoi se lancer? Pourquoi, toi, tu as eu plein d'expériences et à chaque fois, tu repars, en fait. Et voilà, qu'est-ce qui te motive dans toutes ces expériences? Je crois que ce n'est pas toujours les mêmes choses qui m'ont motivé. Lorsque j'ai créé ma première entreprise, c'était à l'époque, on ne trouvait pas de papier recyclé. Si tu voulais en acheter, tu étais obligé de l'acheter en palette, en fait. Et moi, j'avais créé un blog sur l'environnement où petit à petit, j'essayais des choses chez moi pour voir les éco-gestes qui étaient réalistes, ceux qui ne l'étaient pas. Ensuite, je l'ai fait dans mon entreprise dans laquelle j'étais salarié. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, les gens étaient prêts à faire quelque chose et qu'il fallait qu'il y ait une offre en face. Parce que si tu allais chez Viking, JM Bruno et compagnie, tu ne trouvais pas d'offre écologique. Donc, ça a toujours été, je crois, de répondre à un besoin et de se dire ça a du sens. Il y a un petit côté chez moi aussi qui aime bien faire ce qui n'existe pas. C'est mon petit côté qui aime bien faire les trucs différemment, dont je me méfie aussi, parce que parfois, il faut savoir faire comme tout le monde. Mais je crois que c'est mon premier moteur de répondre à un vrai besoin. Ok. Et alors, du coup, est-ce que toi, en fait, dans ta première expérience, répondre à un besoin, tu parlais Enfin, quand on s'était vu aussi, tu disais finalement, est-ce que entreprendre, est-ce qu'on prend vraiment un risque ou pas? Est-ce qu'il y a des choses, enfin voilà, au-delà du besoin, ce qui va te motiver ou Bah, c'est sûr que moi, ce qui me motivait à ce moment-là, c'était d'abord de résoudre des problèmes et d'être utile au monde, quelque chose comme ça. Je me souviens avoir dit quand j'étais plutôt ado, moi, je vais plutôt rester dans le monde de l'entreprise, mais des entreprises qui vont résoudre des problèmes. Donc ça, c'était mon premier moteur. Mais c'est vrai qu'en me confrontant à la réalité de la vie de l'entreprise, je me suis rendu compte, par exemple, sur un bureau sur la Terre, que j'avais adoré créer l'offre, j'avais adoré la mettre sur Internet, j'avais adoré apporter la solution, mais vendre des fournitures de bureau tous les jours, ça m'amusait beaucoup moins. Et donc, si tu veux, j'avais l'impression au départ que moi, j'étais capable de tout faire pourvu que ça ait du sens. Parce que c'est un peu mon tempérament d'être capable de m'engager sans trop regarder si je suis le chef ou si je suis le serviteur ou si tu veux, je suis en avant ou plutôt en arrière. Et donc, je me disais, je peux tout faire du moment que ça a du sens. Et là, je me suis rendu compte que quand même, ce n'était pas tout à fait vrai. Il fallait aussi que je m'y retrouve à titre personnel, que j'ai du plaisir en fait. Et petit à petit, j'ai essayé d'avancer et de voir c'était quoi les facteurs qui allaient faire en sorte que j'allais pouvoir m'épanouir, on va dire. Et je suis passé au début, je me disais, dans 10 ans, tu auras 10 boîtes, tu parleras 5 langues, je me donnais des projections long terme, et j'ai compris que moi, ce n'était pas mon talent d'être capable de vraiment projeter sur le long terme des choses et de les réaliser pas à pas. Mon talent, il est vraiment dans le présent, dans les moments de transition, justement, ce que je fais vraiment actuellement. Et à titre personnel, j'ai identifié que j'avais 2 moteurs, servir
et apprendre. C'est-à-dire, il y a toujours cette notion d'être capable d'être utile à quelque chose et d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose de nouveau. Et je me suis donné des objectifs qui étaient un peu plus abstraits que des plans de carrière, mais qui étaient plutôt, au final, aimer et vivre des aventures. C'est-à-dire, tant que, pour moi, il y a une relation de qualité, qu'il y a quelque chose de l'ordre relationnel d'assez sympa et qu'il y a une aventure à vivre, tac, mes yeux commencent à s'allumer. Du coup, je me demande si je peux être utile et si je vais apprendre des trucs. Ok. On a Et alors, une petite question, je me permets juste d'interrompre. Ouais. Est-ce qu'on peut éclairer un petit peu ce que vous appelez tous les deux les risques, en fait? De quels risques est-ce qu'on parle? Oui, du coup, c'était justement l'objet de ma question. En fait, effectivement, en fait, quand tu es un entrepreneur qui démarre, finalement, à quel risque tu te confrontes? En fait, je pourrais ici faire la liste qu'on va retrouver dans des livres, qui se dire le risque financier, quels sont les risques qui portent sur mon entreprise en fonction de mon activité, un risque média, un risque de non-conformité, un risque RH de conflit social ou de maladie, un risque personnel de maladie, un risque environnemental. Voilà, on pourrait ici balayer l'ensemble des risques. Mais ce qui me semble intéressant pour l'entrepreneur, c'est de voir les risques que lui, il est prêt à prendre. C'est-à-dire quels sont ceux bien sûr, qu'il peut être éclairé par d'autres pour voir l'ensemble du panel des risques qu'il y a. Mais plus on va être en mesure de mesurer justement, c'est quoi le risque? Exactement cette question-là. Plus on va savoir dans quoi on s'engage. Parce que finalement, pour moi, entreprendre, c'est déjà s'engager. Et le risque de cet engagement, il est à la mesure de ce qu'on engage avec. C'est-à-dire, si je dois mettre beaucoup d'argent par rapport à l'argent que j'ai, ou même si c'est peu d'argent mais que je ne suis pas prêt à le perdre, si ça me demande de quitter un statut social, de quitter mon emploi, de quitter la fonction publique, de me reformer dans un autre domaine, d'expliquer à toute la terre entière que j'ai changé de métier et puis que finalement, le risque, si ça ne marche pas, c'est qu'il faut que je réexplique que je reviens dans mon autre métier. Enfin voilà, on peut mesurer l'ensemble des risques et ça, on peut le faire avec une carte mentale de manière assez, j'allais dire linéaire. La carte mentale, elle n'est pas linéaire, mais en tout cas, de manière assez exhaustive. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est OK, quel risque je suis prêt à prendre? Et de la même manière qu'on peut se poser le risque à faire, quel est le risque que je prends, il faut aussi se poser le risque à pas faire. Qu'est-ce qui se passe si je ne bouge pas, si je ne prends pas ce risque-là? Moi, par exemple, je me suis souvent posé des limites de risque financier. Je suis prêt à poser telle ou telle somme. Je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'un des risques et une des peurs que j'avais, c'était le risque d'être rejeté et qu'en fait, il était peut-être faible, mais ses conséquences pour moi étaient fortes. En fait, dans le risque, c'est comme l'assurance. C'est-à-dire, on mesure la probabilité que ça arrive et si ça arrive, quelle est la conséquence? Et c'est comme ça qu'on mesure vraiment une prime d'assurance ou un risque. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a un risque que je n'étais pas prêt à prendre, c'était mettre en péril ma relation familiale et notamment ma relation de couple. Ça, c'était le no way, je n'y touche pas, je n'y vais pas. Et que j'étais par contre plus capable de prendre des risques financiers, notamment parce que je me disais, au pire, j'ai tenté un truc, j'ai vécu mon rêve, j'ai vécu mon projet, et puis bah, si je tire la ficelle, je deviens caissier, ou enfin, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, il n'y a pas de pire pour moi. Le pire pour moi, ça serait probablement de ne pas risquer, en fait. Je ne sais pas si ça répond pleinement à ta question, Isabelle. Dans un billet, justement, sur cette notion-là d'entreprendre ou ne pas entreprendre, tu avais écrit justement sur ton blog que en fait, le risque d'entreprendre, il s'opposait au risque de l'immobilisme. Et tu avais un point de vue en fait sur ça, justement. Est-ce que finalement, il y a un risque à ne pas entreprendre aussi?
En effet, je me souviens dans ce billet, je disais deux choses. Je disais d'abord, allons au bout de la question du risque. Parce que moi, quand je l'ai écrit, c'était au moment où on décidait justement de créer un bureau sur la Terre et en quitter Paris. Et pour vous raconter juste un tout petit peu, en janvier, on décide qu'en juin, on a quitté Paris. En juin, rien n'a bougé. Donc, on décide de lâcher nos boulots, de lâcher notre appart et de partir pour forcer vraiment le destin. Et en septembre, en fait, on trouve la destination, le travail, etc. Donc, c'est aussi parce qu'on est allé dans cette direction et dans cet engagement que les choses se sont libérées. Et moi, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est de me dire, OK, c'est quoi le risque? Donc là, notre projet, c'était de partir à La Rochelle. Le risque, c'est que ça foire, par exemple. Si ça foire, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que j'arrive pas à rebondir à La Rochelle. Et alors, si je ne rebondis pas à La Rochelle, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que je retourne à Paris. Bon, en fait, dans mon schéma, j'étais arrivé à la conclusion que le plus grand risque que je reprenais, c'était de revenir au point de départ, qui était un risque, somme toute, que j'étais prêt à prendre. Et à l'inverse, si je mesurais le risque de ne pas faire, et ça, c'est vachement intéressant dans tous nos projets, dans tous les grands projets, quand on mesure les risques, on mesure les impacts financiers à faire, c'est quoi l'investissement? On mesure aussi les impacts financiers à ne pas faire. Si je change de logiciel informatique, il y a un gros impact financier à faire, formation, développement, etc. Mais si je ne change pas, il y a un gros impact financier à ne pas faire, c'est-à-dire je dois continuer à gérer des vieux systèmes, des flux, etc. par exemple. Et donc, il y a un risque à faire, un coût à faire, et il y a un risque à ne pas faire, un coût à ne pas faire. Et ça me semble vraiment clé, parce que du coup, on voit les deux pendant. Parce que quand on se pose la question de c'est quoi le risque si je reste, dans mon cas, là, ce cas de figure, si je reprends l'exemple, c'est quoi le risque si je reste à Paris? Juste, c'est que je reste dans cette situation qui ne me convient pas. Donc, de peur de me trouver dans une situation qui ne me convient pas, je restais dans une situation qui ne me convient pas. Et donc là, du coup, ça m'a permis de bien arbitrer les choses. Je crois aussi, Élodie, qu'il faut différencier le risque du projet du risque personnel. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, si demain, je décide de créer un cabinet d'experts comptables, si je regarde le projet, un cabinet d'experts comptables, alors il faut être entrepreneur pour le faire, mais ça a des risques plus limités que de créer une nouvelle start-up ou de se dire je vais créer un vaisseau qui va sur la Lune. C'est quand même quelque chose d'assez cadré. Par contre, si on commence à dire c'est Olivier qui crée le cabinet d'experts comptables, là, il y a un risque un petit peu plus fort parce que quand on me connaît, on se dit c'est pas sûr que ça marche quand même. Très bien, voilà. Et si moi, je me pose la question, c'est quoi mon risque à aller dans cette direction-là? Il est très élevé. Parce que je sais que si je vais dans ce chemin-là, comme ce n'est pas un sujet qui me passionne, et comme ce n'est pas un sujet dans lequel j'ai envie d'être meilleur, et ça on pourra revenir dessus tout à l'heure éventuellement, en fait il y a un très gros risque que tu mets moi et plus cabinet d'experts comptables égale risque très élevé. Et parfois il y a des projets qui sont très 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 bons. Et en tant qu'investisseur dans les startups ou en tant qu'entrepreneur, parfois on vient me voir en me disant mais tu veux pas venir avec moi dans ce projet? Et parfois je dis j'y crois pas. Et parfois je dis j'y crois, mais pas moi, ça peut pas être moi. Et au départ, moi, j'avais tendance à considérer qu'il fallait que je fasse toutes les bonnes idées. Parce que c'était une bonne idée, ça va marcher, donc il faut le faire. J'ai trouvé le nouveau truc, etc. Et petit à petit, j'ai compris ce qu'étaient les bonnes idées pour moi et celles qui ne l'étaient pas. Et alors, du coup, est-ce que, si on va plus loin, est-ce que ça veut dire que le risque, tu dis on dissocie les deux, en fait, le risque de la personne et le risque lié au projet. Mais est-ce que toi, justement, dans tes différentes expériences, est-ce que tu t'es trouvé confronté au même doute, au même questionnement, et auquel cas ça voudrait peut-être dire que c'est lié à la personne, ou est-ce qu'avec tes différentes expériences, tu vois que finalement ça a évolué en fait? Alors moi, je doute Je sais constamment. pas si je suis assez claire. Oui. D'abord, je doute constamment. C'est-à-dire, c'est mon plus grand atout et mon plus grand frein. C'est-à-dire, je passe mon temps plusieurs fois par jour, je me sens pleinement à ma place et très mauvais. Je suis vraiment dans cette dualité permanente et quand ça se passe très bien, j'arrive plusieurs jours de suite à me dire non, mais c'est bon, t'es bien à ta place. Mais donc, si j'écoute que ces petites voix, et on pourra questionner ces questions d'ascenseur émotionnel et comment on peut les gérer, mon doute reste constant. Maintenant, est-ce que je suis en mesure de prendre plus de risques?
finalement, non. C'est-à-dire que plus jeune, j'aurais peut-être pris des sujets plus petits. Peut-être que maintenant, je prends des sujets plus gros, mais peut-être que ça représente moins de risques pour moi aujourd'hui. Par exemple, pendant longtemps, je prenais le risque de quitter le statut cadre ou de quitter tel truc, et ce risque m'a poursuivi quelques années après que je sois basculé dans l'entrepreneuriat, parce que je pouvais encore y revenir en quelque sorte. Donc, j'ai toujours cette question du risque. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est en mesure de prendre des grands risques entrepreneuriaux. C'est-à-dire, je ne sais pas construire une usine. Ça, ce n'est pas mon talent. Par contre, je suis quelqu'un qui est plutôt capable de prendre des grands risques personnels. C'est-à-dire, je peux lâcher mon boulot, lâcher ma boîte pour aller dans un truc où je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas. Et ça n'a pas trop bougé. Ça, c'est plutôt, je dirais, peut-être renforcé. Voilà, c'est deux points, c'est deux pendant. Et du coup, ça ressemble à du challenge un peu, non? Du coup. Tu as raison, dans la mesure où moi, j'ai quelque chose dans ma programmation mentale qui fait que si je ne suis pas un minimum en risque, j'ai du mal à percevoir ma valeur. Donc, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi, parce qu'il y a un intérêt à être dans sa zone de confort. On dit tout le temps, quitte ta zone de confort. Bon, moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'y rester. On n'est pas obligé de se mettre en difficulté pour être performant. Justement, je crois qu'il y a des moments où on est bien, mais il se trouve que moi, les endroits où je suis bien, c'est un peu dans le risque, c'est un peu quand je suis chahuté, c'est un peu dans l'intensité, c'est un peu dans le bazar. C'est cet endroit où je suis bien, et c'est dans cet endroit que je suis bien souvent le meilleur. Et donc pendant longtemps, j'ai essayé de trouver le projet qui allait enfin m'apaiser. Et maintenant, je comprends que ce qui m'apaise, c'est le chaos. Tu vois. J'ai oublié le début de la question. En tout cas, je suis capable de partir très loin. Moi, je fais un petit lien avec la peur aussi. C'est-à-dire que finalement, quelle différence tu fais entre ces doutes et puis la réelle peur? Parce qu'il y a forcément des choses qui doivent... Enfin, ça a l'air finalement assez confortable, là, ce que tu évoques. Or, tu as forcément des grandes peurs aussi. Et quelle différence tu fais ou comment tu gères ces deux choses qui me semblent, à mon sens, différentes? C'est peut-être pas le cas, hein, mais... Ah, merci Marie. En fait, c'est pas du tout confortable, mais j'accepte que l'inconfort est l'endroit où je me trouve le mieux. C'est un paradoxe, hein, mais si tu veux, c'est pas confortable. Et ce que j'ai compris de la question des peurs, mais aussi des joies, en fait, de toutes les émotions qui viennent me chercher parfois, c'est que finalement, parfois, on leur donne pas assez de place, mais trop d'importance. Et que le premier enjeu vis-à-vis de ces peurs et de ces doutes, et donc de ces risques, c'est de les regarder en face. C'est-à-dire de se dire, d'arrêter de se dire, mais non, faut pas avoir peur, si j'ai peur, c'est que je suis mauvais. Mais au contraire, de dire, ok, j'ai peur, de quoi cette peur prend soin? Elle prend soin, pour certains, de perdre 1000 balles, pour d'autres, de foirer leur couple, pour d'autres, d'être obligé de retourner à Paris, pour d'autres, de se taper la honte. Voilà. De reprendre un boulot, par exemple, ou de choses comme ça. Exactement, exactement. Et donc, à partir du moment où tu es assez clair sur... En fait, tes émotions, elles t'alertent par rapport à tes risques. OK ? Et donc là, on n'est bien pas du tout dans le risque analytique dont on parlait tout à l'heure, d'analyser tous les risques financiers, haut de bilan, bas de bilan, perte de clients, comment je réagis, gestion de crise. On n'est vraiment pas à cet endroit-là hein, de notre discussion, vous le voyez bien. Mais si on regarde ces émotions en face, et j'insiste, ma joie démesurée m'a parfois fait dire ou faire des énormes bêtises dans un élan de « Ah, super, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai l'impression que je suis capable de le faire. » Je faisais des trucs qui avaient justement qui avaient aucun sens. Sauf que quand je prends le petit coup de recul et que je les regarde, alors je me permets de regarder en fait qu'est-ce qui m'importe vraiment dans ma vie et c'est quoi les risques que je ne suis moi-même pas prêt à prendre. Voilà. Du coup, alors il y avait une question dans le chat qui disait finalement, est-ce que c'est pas cette peur qui est stimulante dans les profils entrepreneurs? Mais j'en suis pas si sûr parce que je pense qu'il y a des gens qui entreprennent
qui n'ont pas très peur, et heureusement, parce que parce qu'ils justement ils sont capables de bâtir des usines, parce qu'ils sont capables d'enclencher des choses beaucoup plus grandes, etc. Donc moi, je ne suis pas persuadé que la peur soit le propre de l'entrepreneur, si ce n'est peut-être de la personne qui s'engage, parce que choisir, c'est s'engager pour moi. C'est-à-dire, on dit souvent choisir, c'est renoncer, c'est vrai, mais c'est d'abord choisir, c'est-à-dire aller dans une direction. Et donc, ça m'amène à une question vraiment importante dans les projets dont on est en train de parler, c'est qu'il faut absolument poser des choix. C'est-à-dire, il faut poser des choix sur ce qu'on est prêt à risquer, et il faut clairement choisir d'être entrepreneur, de monter sa boîte, ou clairement choisir de ne pas la monter. Si on le fait pour voir et qu'on attend au cas où si ça prend, bon déjà on sait que ça c'est souvent des échecs malheureusement, mais surtout ne pas choisir dans ces notions de risque, c'est perdant-perdant. Parce qu'en fait, tu gardes le risque, mais tu t'es pas engagé dans la voie qui fait que si je prends un exemple d'une action en bourse par exemple, plus tu vas prendre une action risquée, plus tu as un risque de croissance énorme. Okay, mais tant que tu choisis pas de l'acheter, tu gardes ton risque en quelque sorte, ou alors tu mets un peu d'argent, mais tu ne choisis pas pleinement, tu n'as pas vraiment regardé le sujet, et en même temps, tu gardes le risque financier de tout paumer, tu vois. C'est comme si tu mets 1000 balles dans ta boîte pour te lancer, mais c'est pour voir, donc il y a le risque que tu les perdes, mais comme tu n'y vas pas, bah, tu les perds. Et donc, moins tu choisis, plus c'est lose-lose. Le risque qu'il y a quand tu ne choisis pas, c'est que si tu deviens entrepreneur sans l'avoir choisi, bah, au moindre coup de latte, au moindre client qui te dit non, au moindre contrôle URSSAF, au moindre impayé ou quoi, tu t'arrêtes net parce que tu te dis « Ah, je suis con, je le savais, j'aurais pas dû. » Et la preuve, regarde ce qui m'arrive, je retourne dans mon salariat. Et si à l'inverse, tu restes salarié mais que tu l'as pas choisi, bah, tu passes ton temps à dire « Oh là là, moi j'aimerais tellement entreprendre. » Oh là 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 là, oh là là. Et du coup, je ne suis pas pleinement dans ma mission. Et je pense qu'il y a un petit problème en ce moment. La bonne nouvelle, c'est que l'entrepreneuriat est revenu a le vent en poupe. C'est super. Moi, quand j'ai commencé à créer des entreprises, franchement, j'étais un ovni, quoi. Enfin, comme bien d'autres avant moi. Mais aujourd'hui, c'est tellement devenu le truc un peu in que si tu n'as pas créé ta boîte à 30 ans, tu as raté ta vie, quoi, parce que tu n'auras pas de Rolex. Et donc, il faut faire attention parce que les sirènes peuvent nous amener à nous dire si je suis salarié, c'est que je ne suis pas dynamique. Et donc, voilà, il faut faire des vrais choix. Et bienvenue à ceux qui font le vrai choix de ne pas entreprendre. Alors du coup, ça c'est marrant parce que moi, justement, je pense que je fais partie, en toute franchise, de ces personnes où je me disais, pour moi, l'entrepreneur, et pourtant j'en accompagne à chaque fois, mais pour moi, l'entrepreneur, c'est un super-héros en fait. Parce que justement, il a plein de choix à faire, il en prend plein pour lui. Et je crois qu'on n'a pas tout à fait la même notion quand on avait préparé. Tu me disais justement pas du tout. Et donc du coup, voilà, ça rejoint ça. J'ai une question. Est-ce que justement, toi, tu as une méthode ou des recommandations sur comment on peut poser ses choix avant de se lancer? Est-ce que et après, j'ouvrirai sur un autre exemple. Par exemple, j'ai lu en fait sur une autre intervention que tu avais fait dans une autre conférence, quand tu parlais de Ecolutis, vous aviez fait le choix de ne pas faire de levée de fonds. Et ce qui est plutôt osé, puisque en face d'Ecolutis, finalement, il y a eu Blablacar. Donc, je te laisse cet exemple-là si tu veux bien le développer en fait. Ouais. Et donc voilà, donc deux questions. Soit comment on pose des choix, c'est une méthode. Et puis après, voilà, cet exemple-là que je trouve assez sympa. Comment tu peux assumer ce truc-là. Ok. Je me permets juste de clôturer la petite parenthèse d'avant avec une des dernières questions que Marion avait posées, c'est est-ce que le risque a évolué en même temps que ma carrière? Parce que tout d'un coup m'est venu autre chose. En fait, je pense que pour partie, je suis moins capable de prendre de risques. C'est-à-dire que quand j'avais pas d'enfant, je prenais le risque je pouvais partir en Australie. Voilà, je ne le ferais probablement plus à moins d'un projet solide. J'étais beaucoup plus capable de faire n'importe quoi. Par contre, maintenant, je suis plus solide. Et du coup, si je tombe, j'ai quand même un bagage qui est tout autre. Donc, probablement que je prends des risques très différents.
et que c'est moins tout feu, tout flamme. Mais par contre, que je me sens plus sécurisé Avant, je me sentais sécurisé parce qu'il ne pouvait rien m'arriver, entre guillemets, parce que, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive, j'ai 20 ans, etc. Et maintenant, je me sens plutôt sécurisé et ça, c'est un chemin qui m'a mis pas mal de temps, hein, parce que je vois bien que petit à petit, j'ai du bagage. Isabelle disait aussi mesurer les risques selon ses propres critères et nous parlait des intrapreneurs, qui sont bien sûr des gens qui entreprennent sans prendre le risque financier sur leur salaire. Parce que c'est pas parce que tu es salarié que tu ne prends pas de risque financier. Hein. Le gars qui est salarié mais qui pose un budget d'1 million pour une campagne de com ou pour construire un bâtiment ou machin, il prend le risque financier. C'est pas son argent, mais ça veut dire qu'il peut quand même paumer son boulot chaque jour. On n'est plus dans un pays où on se dit j'ai un salaire, du coup j'ai le travail garanti à vie. Alors, comment choisir et comment analyser ces risques? Moi, je n'ai pas de méthode toute faite, mais je dirais qu'avant, j'étais que dans partir de moi, etc. Et je n'aimais pas trop les tableaux Excel et compagnie. Je pense quand même que ça peut être intéressant de poser ça de manière analytique, de dire, OK, c'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer? Et du coup, de poser un peu le panel des risques possibles, ne serait-ce que pour les regarder. Parce que parfois, on met le risque de côté simplement parce qu'on nous dit, mais attends, mais il ne va rien t'arriver. Franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Bah, en fait, si on se dit juste qu'est-ce qu'il veut qu'il nous arrive, la première fois qu'il nous arrive un truc, bah, on se dit ah ben je croyais qu'il pouvait rien m'arriver en fait. Bah, si. C'est intéressant de les regarder, tu vois, de les lister tout simplement. Ces risques à faire, ces risques à ne pas faire. Et en fait, on sait très bien le faire. Hein. C'est quoi le risque que ma boîte marche? C'est quoi le risque qu'elle ne marche pas? Et puis ce qui est intéressant, c'est d'aller à ceux d'après, hein, comme je te le dis. Et si elle ne marche pas? Et alors? Et alors? Et alors? Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus de et alors. C'est-à-dire, et alors à la fin, est-ce que je suis SDF? Par exemple, moi, j'ai une grande chance, c'est-à-dire que j'ai une famille unie. Donc, je ne vais pas dire que mes frères et sœurs seront hyper contents de m'avoir pour 6 mois chez eux, mais quand même, dans mon analyse du risque, je me dis si vraiment, vraiment, vraiment je suis dans la mouise, je squatte le salon de mes frères et sœurs. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que quelqu'un qui est fils unique, qui n'a pas de famille, etc., n'a pas. Moi, j'ai ça qui peut me... Donc, dans mon et alors, ça peut aller à cet endroit-là. Il faut aller au bout, parce que sinon, on dit juste, bon, bah, y a le risque de perdre un client, il y a le risque de machin, et on voit que les risques. Mais si on ne va pas jusqu'aux conséquences, on n'a pas la bonne photo. Et ensuite, c'est mesurer le risque selon ses propres critères, comme tu l'écris, Isabelle, dans le chat, c'est qu'est-ce que ça fait pour moi? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parfois, on prenait les risques des autres. Parce que les autres nous parlent de leurs risques. Et puis, je dirais surtout, en ce moment, on est quand même dans une société où tout le monde est un peu plus malin que l'autre. On achète sur le bon coin, donc si tu achètes ta voiture 130% de remise, c'est que tu es vraiment un boulet. On est quand même dans cette culture de chercher tout le temps les bons plans, tu vois. Et du coup, tu prends facilement les risques des autres juste parce que tu les vois. Et donc, sous prétexte que tu as vu quelque chose, ça ne veut pas dire que tu dois répondre par rapport à ce risque-là, parce que c'est impossible pour nous, individus, de répondre à l'ensemble des risques. Ce n'est pas possible. Donc, il faut en choisir, selon ses propres critères. Donc, est-ce que je suis prêt à perdre de l'argent? Est-ce que je suis prêt à perdre ma famille? Est-ce que je suis prêt à devoir déménager? Est-ce que je suis prêt à perdre mon emploi? Est-ce que je suis prêt à perdre ma crédibilité? Moi, si tu veux, dans aller comédien, j'ai le risque, tout le monde va me prendre pour un clown. Mais franchement, ça y est, je l'ai à peu près dépassé grâce aux retours qui m'ont été faits, etc. Mais ma plus grande peur, c'était de ne plus du tout être crédible en tant que dirigeant. Tu nous fais marrer sur scène et le lundi, tu nous donnes la direction. Mais voilà, ça, c'était un risque fort pour moi. Et donc, de l'avoir regardé, bah, je me suis dit, OK, je t'ai vu mon risque et je le prends parce que cette aventure, j'ai envie de la vivre. D'autres ne l'auraient pas pris. Voilà. À l'inverse, d'autres auraient peut-être pris le risque familial que moi, je n'ai pas pris. Et en fait, l'idée, c'est ça, si je reformule, hein, vous m'arrêtez si... mais c'est ça, c'est de te mettre des jalons toi-même, en fait, en termes du coup d'argent, combien je suis prêt à perdre, en termes de temps, est-ce que je suis prêt à... Enfin, jusqu'où
j'empiète sur mon temps perso, pro, etc. Et du coup, ce serait d'identifier en fait à chaque fois, voilà, là, ce sur quoi je suis prêt à lâcher un peu et surtout jusqu'où je suis prêt à aller. En faisant, comme tu disais, le et alors, et alors, et alors à chaque fois. C'est ça. Et si tu veux, pour revenir à cette expérience d'Ecolutis, on est en 2017, on se dit, OK, là, on fait des sites de covoiturage pour les entreprises essentiellement. Il y a 3-4 acteurs sur le secteur. À cette époque-là, Blablacar est déjà 2 fois plus gros que nous, mais si tu veux, il a 200 000 utilisateurs, on en a 100 000. Donc, rien n'est joué à ce moment-là. Ça s'appelle covoiturage.fr. Il y a 1, 2, 3 en voiture. Il y a nous, Easy Covoiturage. On est 5 sur la place. Et là, on se dit, OK, il y a un marché potentiel. Si on veut l'atteindre, on ne peut pas faire de chiffre d'affaires dessus à court terme. Si on veut l'atteindre, il faut lever des fonds. On change de nom parce que Easy Covoiturage, ce n'était pas un bon nom selon nous, et il faut lever des fonds. Et on se dit non. Pourquoi? Exactement pour ce que tu dis. La première, c'est qu'on veut garder notre liberté d'entreprendre et qu'on n'est pas prêt et on a peur, peut-être à tort, mais ce n'est pas grave que ce soit à tort. On a peur de se faire que quelqu'un d'autre dirige notre entreprise. Et on a des jeunes enfants et on ne veut certainement pas passer à côté de ça. Et à ce moment-là, on dit non, on ne lèvera pas de fonds. Et heureusement qu'on choisit, parce que sincèrement, de voir mes concurrents tous les jours à la téloche, si je n'avais pas choisi, je me serais senti mais trop nul. Je serais senti comme celui qui n'a pas réussi. Et c'est là où, si tu ne choisis pas, c'est lose-lose. Parce que tu laisses le truc aller, et donc il ne se passe rien, et tu as ton concurrent à la télé, et en même temps, tu as quand même commencé à développer Easy Covoiturage, mais tu as mis un peu d'argent, mais pas assez, juste en attendant que ça pousse pour voir, et du coup, il ne se passe rien, mais tu as cramé toutes tes économies. À l'inverse, le fait qu'on ait choisi, déjà, moi, je suis très serein par rapport à notre aventure. Et deuxièmement, le fait qu'on soit rentable chaque année, c'est ce qui fait qu'on est racheté derrière. Alors, pas au valo de Blablacar, pas tout ce que tu veux, mais c'est ce qui fait qu'on valorise notre entreprise et qu'on peut la transmettre. Parce qu'il y a un vrai choix de poser. Et à ce moment-là, si tu ne poses pas un choix, tu es lose-lose. Probablement qu'on est même plus rentable parce qu'on a fait un peu d'easy covoiturage et qu'en plus, on n'est pas les winners. Et ça, c'est une chose que vous avez partagée. Alors, question un petit peu perso, toute l'équipe, elle est raccord sur ça à l'époque? Est-ce que tout le monde assume en fait ce choix? Bah, à l'époque, on est 2 associés. D'accord. Et puis 2 salariés mi-temps, donc c'est plutôt les associés qui décident ça, ouais. Et clairement, les 2 associés, on est très, très, très au clair sur le choix qu'on a fait. Parce qu'après, tu peux prendre le risque de lever des fonds et ne pas y arriver et rater. Mais ça, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, bon, bah, ça n'a pas marché. Voilà, tu as pris ton risque et ça a foiré. Mais c'est pas, tu vois que ça ne se situe pas exactement au même endroit, quoi. Ouais. Mais du coup, ça montre que. Alors, je vous laisse réagir, hein, les autres, si vous voulez, mais ça montre aussi. Enfin, pour moi, il y a une force là qui est hyper importante parce que quand tu vois la réussite de Blablacar à côté, tu peux te dire. Enfin, vous avez. Enfin, c'est pas un ego, mais tu te dis d'assumer ça. Je me dis, c'est chapeau, quoi. Parce qu'on pourrait dire. C'est vrai que ça n'a pas été tous les jours facile, parce que moi encore quand je dis, comme tout le monde a cru que Blablacar était racheté par la SNCF, aujourd'hui tout le monde dit alors tu as créé Blablacar. On dit non, c'est pas ça. C'est vrai, hein, ça vient me chercher à chaque fois. Donc à chaque fois je suis confronté au choix que j'ai fait. Mais par contre, il y a des bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles dans tout ce qu'on a fait. C'est que moi j'habitais à La Rochelle, j'allais au bord de la mer, j'accompagnais mes enfants à l'école, etc. Et attention, ce choix que j'ai fait, c'est un choix de vie personnel. Je ne connais pas la vie personnelle des dirigeants de Blablacar. À ce moment-là, c'est pas un choix, c'est pas un choix de développement d'entreprise. C'est un choix. Tu vois, tu l'entendais bien. On avait des jeunes enfants, etc. Donc c'est un choix perso. C'est-à-dire, je n'ai pas envie d'aller. Moi, c'est comme l'expert comptable. Moi, Olivier, oui, je crois qu'il y a un marché, mais c'est pas Olivier qui va le faire. Et je crois que parfois, on est tellement à la recherche d'opportunités qu'on les saisit toutes parce qu'on n'est pas très au clair sur ce qu'on veut pour notre vie, et y compris pour notre entreprise. Aujourd'hui, dans des univers incertains, la plupart des entreprises se recentrent. Elles font des renoncements. Elles reprécisent leur métier. Elles arrêtent de faire croire qu'elles peuvent tout faire. Et ça les renforce de plus en plus. Donc, elles passent à côté de choses qui pourraient être des super bonnes opportunités. Mais pourquoi? Pour renforcer leur métier. Et parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque de ne plus être au top dans leur métier cœur. Oui, c'est s'éloigner du core business et pas se reconnaître en fait dans l'identité.
Et alors, du coup, ça ouvre sur une question posée par Marion, c'est est-ce que quand ton entreprise grandit, le risque grandit? Ben, en fait, mon risque personnel, si je prends le risque de départ, par exemple, qui est de dire je suis prêt à perdre 10 000 euros, par exemple, ou 1 000 euros, ou même prendre un emprunt sur ma tête ou quelque chose comme ça. On peut penser que plus l'entreprise grandit, et on va dire qu'elle va bien, d'accord, parce qu'elle peut aussi grandir et aller mal, hein, mais on va être sur l'hypothèse elle grandit, elle va bien. On peut penser que ce risque se réduit. C'est-à-dire qu'on peut penser que si l'entreprise va bien, dans les 2-3 premières années, j'arrive à récupérer mes 1 000, 10 000 euros, donc, ou en tout cas, j'ai mon retour sur investissement en salaire, etc. Par contre, l'étendue des risques pour l'entreprise, lui, grandit. C'est-à-dire une start-up qui fait un premier site internet, si ses CGU, elles ne sont pas parfaites, ce n'est pas très grave. Et puis, dès que tu commences à grossir, là, tu as peut-être intérêt à mettre un avocat dessus parce qu'on commence à te regarder un peu plus. Plus tu vas grandir, plus le risque potentiellement RH, il va grandir. L'opportunité aussi d'être entouré de bonnes personnes, hein, parce qu'au début, tu fais tout seul. Donc, c'est pareil, le risque, il va souvent avec les opportunités. Hein. Ton risque financier de l'entreprise, ben, peut-être tu auras augmenté les dettes sur l'entreprise, mais peut-être par contre qu'elle sera assez grande pour que tu sois plus caution perso. Donc, c'est sûr, si tu rachètes si c'est un magasin, par exemple, et qui grandit, et que tu as besoin de doubler les surfaces, mais que le banquier te demande encore d'être caution personnelle, là, ça pique parce que tu es caution perso sur un prêt d'1 million. Bon, tout ça, ça peut aussi s'arbitrer au jour le jour. Et donc, c'est peut-être plus le même risque qui se déplace. C'est-à-dire que plus l'entreprise grandit, plus tu es quand même engagé dans un projet. Et donc, le risque que ça a sur toi, si ça s'effondre, c'est que toi, tu dois repartir de zéro alors que tu avais un beau projet, quoi. Parce que, en fait, oui, voilà, je reviens sur l'importance du choix, qui est en fait pas de choisir de faire le bon choix. Pas très important de savoir si c'était une bonne idée de lever des fonds ou pas lever des fonds. En fonction de comment tu le regardes, il y en a qui diront « Oh, les cons, ils n'ont pas levé de fonds ». D'autres, ils diront « Ah, ils ont bien fait, ils ont pris soin de leur gamin ». Ce n'est pas le sujet. La question, c'est plutôt de savoir quel choix tu es prêt à vivre. C'est-à-dire, le choix purement business de boîte, de tout ce que tu veux, celui qui a amené Blablacar au succès, et attention, c'est quoi le succès de Blablacar ? Aujourd'hui, les gens qui ont investi dedans, ça n'a pas été vendu. Donc, les gens qui ont juste investi, c'est une belle entreprise. Hein, mais tu vois encore, il y a des gens qui ont pris des risques très, très, très différents à plusieurs échelles dans tous ces... Et tu ne sais pas, les premiers qui ont travaillé dedans, peut-être qu'ils sont partis en burn-out, je n'en sais rien. Il y en a parfois qui rigolent parce qu'ils disent « Ah là là !» Sur Facebook, parfois, il y a ça qui tourne. Un tel a vendu ses 1000 actions d'Apple à 800 euros à telle date. Ça vaudrait 8 milliards aujourd'hui. Oh là là, il est trop nul, c'est trop dommage, t'imagines. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il a fait avec ces 1000 dollars à ce moment-là? S'il est parti en voyage avec sa femme et que du coup son couple est reparti et que du coup ils ont recréé une autre boîte, c'était peut-être le meilleur investissement. Et donc l'enjeu, c'est par rapport à ces risques-là, c'est lesquels je suis prêt à prendre, mais surtout à assumer d'un point de vue financier, c'est-à-dire moi, je ne vais pas prendre de risque supérieur à ce que je suis capable de rembourser, entre guillemets, à quelque chose près, même si peut-être, des fois, j'en ai pris en me disant, il faudra que je travaille 2 ans pour les rembourser, mais c'est plutôt ça que je vais faire gaffe. Mais voilà, quel est le choix, quel est le risque que je suis prêt à prendre et quel est le risque que je suis prêt à vivre? Avec quel risque je suis prêt à vivre? Moi, je n'étais pas prêt de vivre avec le risque de ne pas voir mes enfants. Ouais. Et donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y en a qui ont fait d'autres choix. Et puis, il y en a qui ont fait le même choix que nous et qui se sont plantés. Et il y en a qui ont fait le choix de lever des fonds et qui se sont plantés. Et est-ce que, donc on a dit là sur la notion de se préparer, en fait, c'est à chacun de poser ses jalons et de voir. Est-ce qu'il y a un moyen, un moment de passer ces craintes, en fait? C'est-à-dire que tu les as identifiées, mais tu te dis, ouah, c'est chaud, mais il faut quand même que j'y aille. Est-ce que, enfin voilà, c'est quoi le conseil? C'est un travail sur soi-même? Est-ce qu'il y a une façon de se préparer à tout ça? Pour moi, c'est un arbitrage entre l'analytique et l'émotionnel. C'est-à-dire, tu as ton tableau Excel avec tes plus, tes moins, tes valos, tes trucs, tes bidules, qui te montre une photo. Et faisons attention à ce tableau Excel parce qu'on a repéré tous les biais cognitifs qui nous permettent de vérifier dans les chiffres
ce qu'on a dans la tête. C'est-à-dire régulièrement, il y a beaucoup d'analyses qui sont faites où on se rend compte qu'on fait dire ce qu'on veut au graphique en fonction de quelle est notre conviction profonde. Et ça, c'est le biais de confirmation, c'est qu'on est capable de décider en 7 secondes pour qui on va voter à la prochaine présidentielle, et qu'après, les 8 mois qui suivent ne sont qu'un truc intellectuel pour nous confirmer que quand même on a bien raison. Parce que dès qu'on va avoir une autre info qui nous fait dire que c'est pas le bon choix, on va dire non, non, mais oui, mais ça, mais non, mais c'est parce que non, mais j'ai quand même bien raison. Et donc, il faut qu'on fasse attention à cette analytique qui peut prendre trop le pouvoir. De même que l'émotionnel peut prendre trop le pouvoir parce que j'ai envie, donc je fais. Donc, on est dans cet équilibre-là. Moi, il y a un moment donné, si j'ai pas une envie profonde, un truc qui me dit yes, j'y vais pas. Par contre, parfois, j'ai des yes et justement, je n'y vais pas parce que l'analytique me fait dire mais non, il faut surtout là, non. Ou alors quand je me projette dedans, c'est-à-dire c'est un super projet. Ça m'est arrivé, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il fallait que je différencie les projets que j'avais envie d'avoir fait, c'est-à-dire j'aurais été trop fier de faire celui-là, ou je serais vraiment bien à la tête de cette entreprise. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui suis capable de la monter ou que je vais prendre du plaisir à le faire. Et donc, vraiment bien différencier ce truc, c'est mon envie de faire ou mon envie d'avoir fait. Ça peut être aussi une bonne question à se poser. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette aventure ou est-ce que je serais assez content de l'avoir réalisée? Pour certains, ce plaisir de la réaliser, ce plaisir d'être en haut de la montagne, va suffire à leur faire traverser, leur faire monter la montagne. Pour d'autres, ils auront besoin d'avoir du plaisir dans la marche. Et c'est un juste équilibre, il me semble, entre les deux. Alors, il y a 2 réactions, en fait. Donc, il y a Delphine qui dit, donc il y a souvent des risques qu'on prend sans le savoir, car on ne connaît pas tous les éléments à l'avance. Et donc, elle cite l'exemple du Covid, qui peut soit te pousser, soit faire chuter. Et Louis, effectivement, qui souligne le fait que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est lui-même face au biais cognitif. Donc, ce que tu viens de souligner. Ouais, alors merci Delphine, tu as raison, il y a des trucs qui sont imprévisibles et ce serait une grave erreur stratégique d'essayer de prévoir le Covid. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai Siri qui me parle, pardon. J'avais vu une courte conf, on pourra peut-être essayer de la retrouver, mais d'un prof d'HEC ou un prof de quelque chose, MIT, je sais pas quoi, qui disait vouloir prévoir ce genre de truc, c'est vraiment trop se disperser. C'est aller trop loin dans la question des risques. C'est-à-dire, ça serait une grave erreur stratégique d'en être à se prémunir de ce genre de situation. On perdrait notre corps modèle, on perdrait notre vision à se préparer à tous les risques possibles. Et donc, souvent d'ailleurs, c'est peut-être les analyses que font les grands groupes parce qu'ils ont peur de perdre le grand groupe, de perdre ce truc très complexe qui leur est cher. Et c'est souvent ce que font pas les entrepreneurs parce qu'ils sont plutôt dans ce qu'on appelle l'effectuation. C'est-à-dire, la vision grand groupe, c'est j'ai un objectif, quels moyens il faut que j'ai pour mettre en place et quel est le plan d'action et on se revoit dans 2 ans. La vision de l'effectuation, c'est j'ai 1000 balles à un ordinateur, par quoi je commence? Et une fois que j'ai jeté mon pavé dans l'eau, je regarde les vagues que ça fait, je me dis, bon, il faut peut-être que j'en jette un deuxième ou que je surfe celle-ci. En fait, j'ai ma sœur qui est coach, elle dit un truc que j'aime bien. Elle dit, quand tu vas de Paris à Lyon, ou quand tu prends la route pour rentrer chez toi, de nuit, tu connais pas tous les virages. Pas du tout. Et en même temps, tu avances avec la sérénité que tes phares vont 200 mètres avant le virage te dire attention, il y a un virage. Donc tu vas avoir le temps de tourner et de t'y adapter. Essayer de prévoir tous les virages, c'est une perte de temps énorme et il vaut mieux se faire confiance et se faire bien accompagner sur notre capacité à se dire est-ce que j'ai les bons phares? Peut-être m'équiper de quelques rétros si je suis un peu plus parano que d'autres. Moi, je serais plutôt du genre à partir avec une lampe de poche. Il y en a qui vont avoir besoin de phares halogènes, mais c'est OK. Ils prendront sûrement l'autoroute et moi, je prendrai les routes de montagne.
Du coup, c'était l'un des, justement, tu parlais de l'effectuation et je crois que c'est ce qu'il défend justement, Zilberstein, c'est le fait de savoir où je mets mes propres limites dans le principe d'effectuation pour savoir ce que je peux laisser et jusqu'où je suis capable, moi, personnellement, d'aller. Oui, c'est intéressant de les poser parce que après peut-être qu'en effet on les dépasse. Rien ne nous empêche de nous être trompés. Oui. Mais ce qu'on dit un peu depuis tout à l'heure, c'est d'être assez clairvoyant vis-à-vis de ces sujets-là. Et ça ne veut pas dire que s'il y a beaucoup de risques, il ne faut pas le faire. C'est même pas du tout lié l'un à l'autre en quelque sorte. C'est jusqu'où vont les conséquences de ces risques-là. Et voilà, l'effectuation, oui, mais c'est ce que vous faites à l'opération en art. C'est par quoi on commence petit à petit. Moi, j'aime bien dire, OK, on a une vision, mais comment on la fait pas à pas? Tout à fait. Alors du coup, je vais ouvrir sur une nouvelle question. S'il y a alors j'ai pas vu tous les retours en parallèle, mais je vais regarder tout à l'heure. On voit souvent justement les entrepreneurs accompagnés au départ, donc ils sont souvent face seuls à leurs doutes et à leur prise de décision, à assumer un peu tout seuls tout ce qu'ils vont devoir mettre en place. Ça m'amène sur la question, tu l'as abordé tout à l'heure, tu as dit qu'on reviendrait dessus justement, l'ascenseur émotionnel, le fameux ascenseur émotionnel. Est-ce que toi, tu l'as vécu et si oui, dans quel contexte? Moi, je le vis constamment. Je le vis constamment. Parfois, je te disais, dans la même journée, je suis capable d'être des deux côtés, quoi, dans une extrême joie ou dans une extrême peur, dans le sentiment d'être serein à ma place, y compris au cœur du chaos. Et 10 minutes après, un battement de cils de quelqu'un va me faire me sentir tout nul à cet endroit. Qui suis-je pour être à cette position, etc. Par contre, ce que j'ai appris, ce que l'expérience m'a montré, ce que d'autres m'ont montré aussi, c'est la clairvoyance qu'on peut avoir vis-à-vis de ces émotions. Parce que quand on commence à les comprendre, bon, déjà, ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte de quoi elles prennent soin. Et ça me semble une clé. C'est-à-dire, si je suis en colère, je peux rester dans ma colère. Mais si j'essaye de comprendre ce qu'elle est en train de me raconter, cette colère, qu'est-ce qui se passe autour de moi qui n'est pas OK? Bon, là, ça commence à être intéressant. Mais surtout, si c'est une émotion que je connais, bah, c'est beaucoup plus facile de dire « Ah bah, t'es encore là, toi? Je te connais? Bon, je respire un peu, puis je retourne au taf. » Voilà. Alors qu'avant, je pouvais partir dans un « Ah oui, mais c'est parce que et de toute façon, je suis pas à ma place et j'aurais peut-être dû racheter une boîte et j'aurais peut-être dû bidule. Mais pourquoi je suis pas comédien? » Mais alors là, moi, tu me lances, je suis parti. Et le fait de voir ce petit recul, de dire cette émotion, en fait, je la connais. Moi, j'ai beaucoup de sujets. J'ai un paradoxe, c'est que j'ai un bon leadership, mais que j'ai beaucoup de mal à me positionner dans un groupe. C'est les deux en même temps. Et donc, ma crainte vis-à-vis du groupe m'empêche parfois de prendre mon leadership. Et cette émotion, elle arrive souvent pile à ce même moment. Pile au moment où je vais avoir du leadership, j'ai cette peur de pas d'être rejeté, peut-être, ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant que je l'ai vu, bah, je fais, t'es encore là, toi? Bon, bah, viens avec moi et bienvenue, peur de ne pas être reconnue, elle va me servir à quelque chose, elle va m'aider à faire les bons choix, etc. Par contre, tu ne vas pas m'arrêter, on y va maintenant, parce que tu m'as déjà pété à la gueule une bonne centaine de fois, donc maintenant c'est bon. Tu grandis en fait avec tes émotions. Ben, moi, en tout cas, oui, bien sûr. Et si tu veux, j'ai un profil plutôt assez émotif, mais dans lequel je n'avais pas forcément appris à les comprendre et à les détecter. Donc maintenant, petit à petit, ça doit être pour moi, il m'a fallu 43 ans, mais je commence j'allais dire m'en servir, mais même pas, à vivre à leur côté, avec elles. Alors, du coup, merci Olivier. J'avais pas noté, il y a une question de Louis qui a été posée avant ma question sur l'ascenseur émotionnel, qui rejoint un peu est-ce qu'on fait, on peut mesurer les risques. Donc Louis demande, que penses-tu des tests de personnalité de type MBTI, Enneagram, alors Big Five, je ne connais pas, etc., vis-à-vis de l'adéquation homme-femme, projet et dans la recherche de complémentarité entre les associés. Alors, il y a plusieurs questions. Et puis Marion qui dit ensuite, est-ce que entreprendre à deux permet de se lancer plus facilement face aux risques, etc. Ouais. Alors la question du coup des tests de personnalité et
Je trouve ces tests de personnalité très intéressants s'ils ouvrent un dialogue. Je m'explique. Tu me fais faire 12 fois le MBTI, j'ai 12 résultats différents. Oui. Mais sincèrement, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je n'ai pas les mêmes résultats. Donc, du coup, le seul intérêt, c'est que ça m'ouvre à me dire, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Et du coup, le faire à plusieurs, le seul truc que je trouve, mais du coup, très, très, très intéressant, c'est être capable de se partager ça pour dire, mais ça, est-ce que c'est moi? Bah non, moi, j'ai pas l'impression de me retrouver dans ce truc-là parce que je suis plutôt truc. Et du coup, c'est un bon moyen de balayer un certain nombre de traits de personnalité pour se rencontrer, selon moi. D'aucuns me diraient, mais si, mon test, il est meilleur et je sais vraiment et tu ne passeras pas à travers. Peut-être que je fais mon malin en disant que j'ai 12 résultats différents, c'est peut-être pas aussi vrai que ça. Mais en tout cas, moi qui n'aime pas qu'on me mette dans des cases, forcément, ces tests-là, ils me gênent toujours. Par contre, j'en ai vu la puissance lorsqu'on en partageait les résultats, pas en mode c'est tout à fait toi, ah bah je te reconnais, parce que là, on est justement dans la projection de ce qu'on voit de l'autre, même si ça peut parfois être intéressant, mais avant tout en mode c'est tout à fait moi. Je suis d'accord et ça me ressemble, j'ai l'impression que ça me ressemble ce qu'on dit de moi dans ce test. Et donc, est-ce que entreprendre à plusieurs, c'est mieux face au risque? En fait, là encore, ça dépend de chacun d'entre nous. Moi, j'ai toujours entrepris à plusieurs, probablement parce que j'ai eu peur de m'assumer. Probablement parce que j'ai eu peur de prendre mon vrai leadership, etc. Et d'ailleurs, à la fin, pourquoi j'ai arrêté de travailler avec mon associé, c'est parce qu'en fait, au final, après avoir vécu de belles aventures et avoir grandi tous les deux en partie séparément, parce qu'on avait fini par se mettre un sur chaque boîte, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux ultra intuitifs. Du coup, c'était assez compliqué de travailler ensemble finalement, parce que tant qu'on était dans deux boîtes différentes, on se faisait tout à fait confiance. On se disait, lui, il disait c'est un bon, moi je me disais c'est un bon, mais quand il a fallu se mettre ensemble, là, lui qui est plus besogneux et moi qui est plutôt créatif, lui il se disait mais qu'est-ce qu'il fout à aller dans les nuages, et moi je me disais mais qu'est-ce qu'il fout à pas lever sa tête du guidon entre guillemets, tu vois. Donc à l'inverse, moi, à un moment donné, j'ai eu besoin de faire quelque chose tout seul, et à un point tout seul, que moi qui étais très fort pour créer des concepts, créer des produits, les vendre, les présenter, etc., j'ai choisi de créer une boîte de conseil, et le nom, c'était Olivier Demag, parce que je me suis dit, c'est le seul moyen pour moi de trouver qui je suis, parce que je vais être obligé d'être meilleur. Et ça, c'est un bon critère. C'est un de mes critères que j'ai trouvé, moi, pour voir si j'y allais, c'est est-ce que j'ai envie d'être meilleur. Je l'ai découvert au théâtre, parce que je suis tombé sur un prof de théâtre dans un stage qui était une horreur, le prof, mais immonde, une pourriture, quoi. Et d'habitude, moi, quand j'ai un mec comme ça en face de moi, je m'en vais. Et là, plus il était mauvais, plus j'avais envie d'être meilleur. Et je me suis dit, tiens, ça peut peut-être être un bon indicateur. Est-ce que tu as envie d'être meilleur? Et donc, c'est un critère de choix pour moi pour avancer. Alors, est-ce qu'il faut être à deux pour être meilleur? Les gens qui lèvent des fonds, ils disent oui, il faut être plusieurs. Et je l'entends. Ça diminue le risque, etc. Mais là encore, attention aux règles toutes faites. Et dans les deux sens, c'est-à-dire attention à ne pas dire moi je m'en fous, j'y vais tout seul. Parce que je suis plus intelligent que les autres. Mais en même temps, si vous êtes prêt à assumer ce choix d'être seul et que ça sera à votre vie d'être seul et que du coup c'est parti en sens comme ça, bah, bienvenue au fait d'être seul. Bon, le nom de mon entreprise précisément, Emini, c'est les initiales d'Englishman in New York. Parce que dans cette chanson, il dit « Sois toi-même, peu importe ce que les autres en pensent ». Et du coup, c'est vrai que là, tout de suite, je suis plutôt dans un mode où dans cette entreprise, je suis seul. Par contre, chez Famille Marie, je suis avec 140 personnes. Et je m'en réjouis. Et j'adore travailler avec des gens. Et si je reste tout seul toute la journée, je me morfonds. Mais j'avais besoin de cet espace entreprise où, ici, là, dans cette bulle, c'est chez moi. Ok, merci. Alors du coup, pour revenir, on a une question également de Abrar Khan. Alors là, on est sur un autre registre qui te demande, est-ce qu'après avoir réussi une entreprise et accumulé un capital, ne faut-il pas mieux devenir capital risqueur pour investir dans des projets qui nous tiennent à cœur au lieu de créer d'autres entreprises nous-mêmes et vivre les difficultés d'entrepreneur à nouveau? Bah, en fait, il y a des gens qui adorent les difficultés d'entrepreneurs et que c'est ça qui les éclate. Beaucoup plus que d'aller mettre des ronds dans une boîte où ils vont pas du tout voir ce qui se passe. Et donc, moi, j'ai investi dans des boîtes
Et maintenant, je me suis juste dit que j'allais que investir dans des boîtes que je comprends à peu près, parce que ça m'énervait quand même assez profondément quand j'avais mis 2000 euros et puis qu'on me disait 2 ans plus tard, il n'y a plus rien. Bon, bah, il n'y a plus rien, c'est comme de la bourse, quoi. Donc, capital risqueur, c'est risquer du capital. Donc, il faut en avoir et il faut être prêt à le perdre. Donc, est-ce qu'on en a? Donc, déjà, c'est pas forcément énormément, hein. Moi, quand j'ai commencé à investir, et même encore maintenant, je n'ai pas un capital énorme. Mais est-ce que je suis prêt à le perdre? Parce qu'on le risque. Donc là encore, moi, je crois que j'aime quand même bien faire l'élastique et être parfois au front, parfois dans l'analyse. Donc j'aime bien être un peu investisseur, un peu formateur, un peu dans le feu de l'action en ce moment. Et à un moment donné, je sais qu'il va me falloir une pause. Donc, et je voulais revenir aussi sur une des questions qui dit la notion de risque, c'est pas du tout la même que pour les banquiers. Bah ouais, parce que les banquiers, le seul risque qu'ils regardent, c'est le risque de perdre de l'argent. Voilà. Et du coup, ils n'ont qu'un prisme. Et c'est leur métier. Bienvenue aux banquiers qui regardent l'argent. C'est-à-dire, parfois, ils nous font éviter des erreurs parce que eux, comme ils regardent que ça, moi, j'ai maudit un banquier et puis à un moment donné, et puis quelques mois après, je me suis dit, bah, je le maudis toujours parce que j'ai pas aimé la manière dont ça s'est passé. Mais heureusement qu'il ne m'a pas prêté d'argent parce que je serais en train d'avoir une grosse dette à essayer de le rembourser, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est la même notion de risque. Par exemple, moi, pour pallier à ça, moi, je crée des entreprises, je vendais des entreprises, je crée des entreprises, je vendais des entreprises. Du coup, j'avais du cash mais pas de revenu, j'avais pas de cash mais du revenu, etc. Le banquier, il déteste ça. Et donc, quand moi, je lui disais, tiens, je veux acheter une maison, il me disait, bah non, t'as pas de revenu. Bah, je dis, bah non, je viens de vendre ma boîte, donc évidemment, j'ai pas 3 bilans. Et il dit, ah non, mais si t'as pas 3 bilans, moi, je te prête pas. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer ma structure juridique avec que moi dedans, qui porte l'ensemble de toutes mes activités. Et parmi les choses que je fais, j'essaie d'avoir un revenu assez lisse. Parce que le paradoxe, c'est que le banquier, il préfère que tu gagnes 1500 euros tous les mois et que ça soit assez sécurisé, plutôt que tu gagnes de temps en temps 5000 et parfois zéro. Enfin, c'est pas un paradoxe, mais c'est ce qu'il a besoin. Du coup, bah maintenant, moi, je présente mes trucs au banquier pour qu'il soit sécurisé. J'essaye de lui fournir les meilleures photos possibles. Et un profil comme moi a besoin d'un vrai banquier. Une vraie banque en ligne ne marchera pas parce que je rentre pas du tout dans les cases. Donc, si le banquier ne m'a pas en face de lui et il n'a pas un minimum confiance en moi, si je regarde les tableaux, je rentre dans aucun truc. Mes revenus, ils sont comme ça. Mes projets, ils sont dans tous les sens. Moi, j'ai même une banque avec qui j'étais depuis 15 ans qui a refusé de me prêter parce que j'avais pas 3 bilans. Or, depuis 15 ans, j'avais des boîtes et j'étais chez eux. Tu vois. Alors du coup, je vais conclure parce que je vois que l'heure, elle passe et on va pouvoir passer la parole sur d'autres questions en vous donnant accès au micro. Ce qu'on voit, c'est que du coup, voilà, le risque, c'est une notion finalement qui peut être assez relative, en fait, le risque d'entreprendre. Si on considère, comme tu disais, il faut bien séparer le risque projet et le risque personnel. Que en fait l'approche du risque finalement ça appartient un peu à chacun et à sa façon je peux me préparer ou pas, et tout le monde n'est peut-être pas capable de se préparer. Ma dernière question en fait ce serait en conclusion en fait quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent et qui vont entreprendre, si tu as un conseil global à donner. Je dirais choisissez. Ouais. Faites un choix. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas les clés pour faire le choix, creusez et faites un choix. Sinon, c'est perdant-perdant. Ouais. Et qui sera plus assumé, en fait. Et bien sûr, parce que tu disais tout à l'heure, pour ceux qui ne se sentent peut-être pas capables, bah, si tu choisis pas, tu te sens juste pas capable ou tu n'y vas pas parce que tu n'es pas capable. Mais choisir de rester, c'est aussi choisir pleinement de rester. Et du coup, bah, de ne pas se dire « Ah, mais je choisis parce que j'ai peur d'y aller. » Donc, bon, ça peut, et c'est une bonne raison. Hein. À un moment donné, tu arrives devant la route, il y a la route à traverser, il y a un camion de 38 tonnes qui arrive. Tu fais bien de choisir de ne pas y aller, si tu veux, à un moment donné. Donc, c'est une très bonne raison de ne pas s'en sentir capable ou de se dire que ce n'est pas pour soi ou de ne pas en avoir les moyens financiers ou de ne pas être en mesure de prendre tel ou tel risque, de devoir sécuriser un certain nombre de revenus parce qu'on a une situation familiale compliquée ou de je ne sais pas quoi. Très, 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 très bonne raison. Il n'y a pas de souci. Mais choisissez-le pleinement et du coup, on est tellement heureux à rester dans son poste parce qu'on s'éclate. Et choisir, ça peut être je choisis pour 2 ans de ne pas créer d'entreprise. Et dans 2 ans, je remets en cause ce choix. C'est aussi tout à fait OK. C'est jamais des choix, moi je suis entrepreneur, moi je ne le suis pas.
on a tellement mis des étiquettes « je suis entrepreneur ». Est-ce que ça me pour certains, ça peut nous définir, mais pour d'autres, ils sont juste, ils ont une entreprise. Enfin, on peut être entrepreneur, intrapreneur, on peut être entrepreneur et salarié aussi, tu vois. Donc le conseil, je dirais, ouais, choisissez. Ouais. Et c'est pas définitif en fait. C'est pas parce que, comme tu dis, tu peux revenir, tu peux choisir là de ne pas le faire pendant 2 ans et après te reposer des questions et toi avoir évolué, avoir appris et repartir sur un nouveau projet. Exactement. Et de la même manière, hein, moi j'ai vendu mes boîtes, donc c'est pas. Attention, là c'est quand même un truc, c'est que si on veut vendre son entreprise et préserver nos emplois, ou enfin, arrêter d'être dirigeant et préserver des emplois, ou arrêter d'être dirigeant et capitaliser un petit peu, là il y a l'étape de la vente qui peut parfois être extrêmement longue et extrêmement complexe. Donc on ne vend pas une entreprise comme on démissionne. Donc le switch, il est en cas d'échec, de toute façon il est net, il est direct et voilà. Mais en tout cas, si la boîte va bien, vendre, c'est aussi une aventure en tant que telle. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Mais là encore, on connaît tous autour de nous des gens qui étaient dirigeants et qui sont redevenus salariés et du coup qui sont des super bons salariés parce qu'ils ont vécu cette expérience-là. Ok. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que certains veulent poser les questions en direct? Je vous invite à activer, alors soit lever la main si tout le monde, voilà, et on vous donnera on ouvrira les micros. Il n'y a pas de questions, Olivier. Il y en a eu pas mal dans le chat. Il y en a eu pas mal dans le chat. Il y en a eu pas mal dans le chat. Il y a une question de Théo Hubert. Oui, bonjour. C'est plus une remarque, je ne sais pas si vous m'entendez correctement ou... C'est bon. Oui. Ouais. Ok, parfait. C'est marrant parce que dans tout ce que vous avez dit, je me retrouve vraiment et je suis étudiant entrepreneur actuellement et je dis souvent à mes amis, le serial killer des entrepreneurs, c'est le choix. C'est vraiment ce que je leur disais, c'est de choisir. Et c'est vrai que c'était pour revenir là-dessus parce que je pense que c'est vraiment ça en fait. Il faut faire un choix. Je l'ai moi-même déjà vécu à plusieurs reprises. Et je dirais aussi qu'il faut c'est-à-dire choisir et aller jusqu'au bout. Parce que si on fait un choix, qu'on se remet à hésiter un peu après, qu'on refait un choix, enfin voilà, moi c'est juste que je rajouterais, c'est faire un choix, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire arrêter peut-être au bout d'un moment s'il faut arrêter, mais aller jusqu'au bout et ensuite recommencer, ou enfin bref. Donc. Mais merci beaucoup pour toutes ces infos, c'est vraiment marrant parce que je me retrouve dans plein de choses, merci. Avec plaisir. Je veux bien partager une pratique. Bien. Donc moi, j'ai créé avec mon époux une société dans l'industrie textile il y a 15 ans. Et donc, nous sommes actuellement 4 associés. Je ne dirige plus dans les opérations de cette entreprise, mais avec le temps, on a été amené à écrire notre prisme de décision. Et ce qui fait que, en fait, toutes nos décisions, elles passent par ce filtre et qu'on partage dans le parcours d'intégration des collaborateurs. Les collaborateurs savent, voilà, c'est en gros, toutes nos décisions, elles passent par là. Et alors ça peut être très personnel, mais je ne connais pas par cœur, hein, mais par exemple, tous nos produits sont ergonomiques, esthétiques, économiques. Voilà, les 3 E. En général, les décisions, on diversifie les marchés parce qu'on va chercher un nouveau marché pour pas qu'il soit pris par les autres. Parce que la priorité par-dessus tout, c'est la pérennité de l'entreprise. Autre point, par exemple, en général, on consolide nos décisions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on accumule tout, hein. Il y a vraiment des choses qu'on lâche et on fait du nettoyage dans notre organisation. Mais en général, les décisions qu'on prend, on n'est pas du style à faire des tournants à 180 degrés. Ce n'est pas notre style. Vous voyez ? Et ce qui fait que ça nous correspond vraiment. Et dernièrement, on s'est associé avec une personne qui ne fait pas du tout partie de la famille, qu'on a recrutée. Et on a vu qu'on était compatible à ce niveau-là. Voilà. Et à chaque fois qu'on prend un risque, c'est pour aller chercher un nouveau marché. Et ça servira toujours la pérennité de l'entreprise. Mais par contre, c'est des risques mesurés.
Et souvent, on se dit, bon, on est prêt à, par exemple, on est parti à l'international, on est prêt à perdre combien euh, mais voilà. Donc, je trouve que c'est du coup un outil qui nous facilite la vie, en fait. Voilà. Merci, c'est vraiment intéressant. Merci. Ouais. Prisme, Tout ce qu'Olivier, tu fais toi en intuitif, en fait, pardon, excuse-moi, Elodie, je t'ai coupé. Oui, tu bah, fais c'est toi ça. finalement en intuitif, et bien finalement, a priori, Isabelle, là, vous l'avez un peu codifié parce que vous êtes, j'imagine, hein, rendu compte que c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Et donc, du coup, vous l'avez structuré, et ça, je trouve que c'est intéressant, en fait. En tout cas, ça Par permet. exemple, moi, j'ai besoin que les choses soient structurées. Je suis créative, mais j'ai besoin que les choses soient structurées. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et puis le fait d'être à plusieurs nécessite la structuration, parce que sinon on est juste à chaque fois créatif dans notre tête, entre guillemets, mais on n'est pas forcément connecté. Mes associés sont chaotiques, sont très à l'aise dans le chaos. Et le dernier associé est structuré comme moi, je suis ravie. Et Marion dit que poser sa raison d'être, ça permet de guider ses choix. Et donc, alors, je n'ai pas la suite. Et donc le risque. Ça aussi, c'est intéressant de se poser. On en parle de plus en plus, hein, mais la question de la raison d'être, elle apparaît un petit peu de plus en plus. Voilà. Oui, alors moi, je suis un tout petit peu critique. Je dis attention parce que on voit bien que dans les prismes de décision dont Isabelle parlait tout à l'heure, c'était pas des prismes de raison d'être. C'était quelles sont les choses qui nous importent aussi et quelles sont par rapport à nos tempéraments, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, etc. Et du coup, la raison d'être pour moi, elle n'est pas la solution à tout. Elle est intéressante, hein, mais si je commençais moi à l'écrire pour mon activité, je pense que ça serait quelque chose qui peut-être m'empêcherait d'être moi-même parce que je dois être dans ma raison d'être que j'ai écrit. Voilà, donc il faut qu'on soit vigilant aussi à l'utiliser à bon escient. Voilà. J'ai une image qui vient de me sauter aux yeux là, du coup je vous l'ai dit, ça fait des petits retours en arrière, mais si on garde encore cette histoire d'aller en voiture de Paris à Lyon par exemple, si je mesure tous les risques, il y a le risque que toutes les stations essence soient fermées. D'accord ? Et donc si j'essaye de couvrir l'ensemble des risques, ce qui risque de se passer, c'est que au lieu de prendre mes habits dans mon coffre, je vais prendre 40 jerrycans d'essence. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas les couvrir. La question, c'est juste à chaque fois de se dire, bon, est-ce que c'est risque? Déjà, qu'est-ce qui se passe si je tombe en panne de sèche? Est-ce que c'est vraiment grave, etc. Et aussi, est-ce qu'il y a vraiment une chance que toutes les stations essence soient fermées sur la route? Oui, non, etc. quoi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions par rapport à tout ce qu'on a dit? Oui, Isabelle, je ne veux pas monopoliser du tout, mais parce que c'est vrai que la raison d'être, il y en a à toutes les. Il y a même des consultants raison d'être. Enfin, c'est faux. Alors, ce que j'observe, donc la raison d'être, quand même savoir pourquoi l'entreprise existe, c'est quand même important. Hein. Alors, justement, au bout de 15 ans, on est en train de la réécrire, pour vous dire. Parce qu'il y a la raison d'être personnelle, hein, ça c'est une chose. Ensuite, il y a la raison d'être de l'entreprise qui est très liée au fondateur. Hein. Et quand on clarifie d'où on vient, où on est, où on va, pour toutes les personnes qui vont s'associer au projet, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, hein, ça permet, et notamment et particulièrement les collaborateurs, ça permet de clarifier la raison d'en être. Là, je trouve ça intéressant, effectivement, de clarifier et de ne pas mélanger. Mais voilà, effectivement, ce n'est pas la réponse à tout, mais la raison d'être, pour moi, c'est un peu comme l'étoile, et donc accrocher, voilà, pour tracer son sillon droit, même si je suis pour les courbes et les détours, accroche ta charrue et une étoile. Voilà, j'aime bien cette image-là. Mais savoir ce qu'on fait là, c'est quand même comme une quête. Même, voilà, la raison d'être personnelle de sa vie, c'est magnifique quand on l'approche, quoi. À moi. Alors, s'il n'y a pas d'autres réactions, on vous propose, on va le mettre dans le chat, de nous donner en fait ce que vous retenez
en un mot dans un sondage WooClap. Donc là, il vient d'apparaître le lien vient d'apparaître en fait dans le chat. Donc vous avez juste à cliquer et à taper le mot en fait ou les mots qui pour vous ce que vous retenez en fait de tout ce qu'on a dit là. Vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Vous pouvez mettre plusieurs. Pardon, Marie? Marie disait qu'on pouvait en mettre plusieurs. Ouais, je crois qu'on peut mettre plusieurs mots si vous le souhaitez. Ouais. Bon, moi, je vais devoir partir dans 1 minute. Je voulais en profiter pour vous remercier, comme tout le monde a écrit les commentaires. Je vais faire mon petit commentaire aussi. Merci beaucoup pour l'organisation et Olivier pour l'intervention. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Donc, du coup, on a enregistré l'intervention. On va voir comment on pourra la repasser également vous l'envoyer en lien replay ou je crois que j'ai vu passer YouTube. Donc là, Olivier, tu as tous les mots en fait les plus cités qui ressortent. Donc, il y a la notion de choisir quand même. Choisir, personnel, s'écouter, adéquation aussi, choix. Hein, je crois que assumer ses choix, ouais, s'écouter, opportunité, c'est très personnel en fait. J'espère que c'est bien ça que tu voulais qu'on retienne. Surtout pas choisir, aucun choix. En fait, je n'ai pas vu ça comme un endroit où j'avais un message à vous faire passer, mais plutôt comme un échange, partage d'expérience. Donc, je n'avais pas d'ambition sur ce que vous alliez percevoir. En tout cas, merci beaucoup. Je reviens à l'écran. Toujours, ouais. Je reviens. Merci beaucoup pour ton intervention et ton retour d'expérience. Je pense que c'est intéressant. Alors, la notion, elle est un peu difficile à définir hein, parce que quand on parle du risque, effectivement, on est beaucoup sur les risques financiers, les risques juridiques. Et puis, en fait, la notion, comme on le disait, hein, l'aspect émotionnel, les doutes par lesquels on passe sont beaucoup plus compliqués à définir et à approcher. En tout cas, vraiment, merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice. Merci pour l'invitation. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Moi, je vous rappelle du coup la prochaine conférence de l'Opération Renard, donc, qui aura lieu le 17 juin prochain, donc à la même heure. Et on parlera en fait de boîte à outils juridique. On vous renverra une invitation maintenant qu'on a toutes vos adresses et qu'on n'a pas le droit de le faire. On prendra le risque de tout targeter quand même. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pense qu'on pourra récupérer les présences.